Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis avant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va écouter l'histoire de Claire. Claire est née avec une agénésie de l'avant-bras droit, une particularité qu'elle a tenté d'apprivoiser. Claire, tu vas pouvoir nous raconter, alors c'est une petite phrase que tu as mis dans un de tes récits, comment ton petit bras de statut de corps étranger que tu voulais arracher chaque jour est devenu ton compagnon de vie. Alors je vais te laisser nous raconter déjà peut-être le départ. Est-ce que tes parents savaient avant ta naissance ton agénésie ? Oui, en fait, juste mon papa, parce que pour la petite histoire, il est radiologue et donc c'est lui qui, en fait, a fait les échographies de ma maman quand elle était enceinte et qui a découvert, cette agénésie. Rapidement, il a fallu prendre une décision de savoir si on gardait l'enfant ou pas. Donc ça a été une décision difficile pour lui parce qu'il a pris le parti de ne pas en parler à ma mère pour ne pas la perturber dans sa grossesse. Et donc il a discuté avec quelques associés et il a finalement choisi tout seul de me garder. Donc je dis souvent que mes parents m'ont réellement donné la vie tous les deux, vraiment au sens propre du terme. Donc forcément j'ai une relation aussi très proche avec et très particulière et un lien fort aussi à ce niveau-là de par mon histoire avec mon papa. Et il a gardé ce secret pendant il l'a découvert à 3 mois de grossesse, donc pendant 6 mois tout seul, et ça a été un peu le choc forcément à la naissance pour ma maman de découvrir cette différence et de comprendre en fait que son mari l'avait préservée de toute contrariété. Elle l'a accepté, ta maman, le choix de ton père de pas en parler ? Je pense que oui. On n'en a pas beaucoup parlé, pour être parfaitement honnête. Mais je pense que leur amour est tellement fort et solide que je pense qu'elle a rapidement compris son choix et sa décision. Il n'y avait pas de danger pour ta santé, à part cette particularité. Il n'y avait pas de danger pour toi Non. D'un point de vue vital, en fait, oui, donc c'était un choix de te dire, cet enfant, il n'y a pas de problème de santé, pourquoi on le garderait pas, quoi. Exactement, Okay. Pour lui, Comment ça a été la réaction ? T'as des frères et sœurs ? Oui, j'ai une grande sœur et 2 grands frères. Ça a été quoi leur réaction quand tes parents leur ont dit que t'avais cette particularité ? Au départ, je pense que tout le monde est un peu sous le choc. C'est pas commun, c'est différent. Il faut s'adapter et il va falloir apprivoiser cette nouvelle petite sœur qui arrive avec cette particularité. Et tout de suite, je pense que très rapidement, après, c'est les souvenirs que j'en ai, mais ils ont toujours été très protecteurs et très bienveillants envers moi. Donc j'ai eu la chance vraiment de grandir dans une famille très unie et très douce avec moi par rapport à ça. Ouais. En fait, pour eux, il n'y avait pas vraiment de différence. Non, ils m'ont considérée exactement de la même manière que si j'avais eu mes 2 mains. Et c'est une chance aussi. Mes parents aussi, ils m'ont toujours élevée comme les autres et ils m'ont finalement challengée à ce que je me débrouille toute seule rapidement. C'était un de leurs objectifs, que je puisse me débrouiller seule, vraiment au même titre qu'un autre enfant. Ils ont eu peur que tu sois justement des fois restreinte dans ta vie par, je sais pas, des choses qu'on ne t'autorise pas à faire alors que eux ils aimeraient que tu fasses ? Secrètement, oui, je pense que c'est un peu tabou. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je sais que quand j'ai rencontré mon mari, par exemple, ça a été un soulagement pour ma mère de se dire, il y a un homme qui accepte ma fille comme elle est.
Et je pense que c'était vraiment, voilà, si c'est une étape de ma vie marquante par rapport à la réaction de ma maman, c'est celle-ci. Je pense que elle avait toujours cette crainte que je puisse pas faire ma vie de femme. Et de maman aussi. Oui, donc, on va en parler tout à l'heure, justement. Donc du coup, tu es née. Est-ce qu'il y a tout de suite des choses qui se mettent en place au niveau des médecins quand tu nais et que du coup, ta maman, puisque ton papa savait déjà, mais apprend cette agénésie? Oui, très rapidement, il y a tout un processus de prothèse qui se met en place. Voilà, c'est un choix des parents de vouloir appareiller ou non leur enfant. Et moi, mes parents, ils ont pris cette décision de m'appareiller. Premièrement, parce que le regard des autres sur leur bébé était difficile. Très difficile pour ma mère. On en a beaucoup parlé et pour elle, c'était vraiment insupportable de supporter les remarques et les regards. Donc me mettre une prothèse, c'était une forme de protection aussi pour elle. Donc très vite, un processus se met en place. On voit des médecins, on fait des moulages, on fait des prothèses. Je grandis rapidement, donc forcément on y va régulièrement. J'habitais au Havre, j'allais à Paris avec elle à l'hôpital pour faire ce suivi aussi de l'évolution du bras. Et donc ça a duré pendant plusieurs années. J'ai été aussi dans un centre vraiment spécialisé au Havre pour les enfants handicapés, plus ou moins moteurs, mais il y avait aussi d'autres enfants comme moi. Et on nous apprend à se servir de la prothèse. Au départ, il n'y avait pas de prothèse myoélectrique comme on peut voir aujourd'hui. Donc c'était un process un peu particulier pour ouvrir la main, la fermer, etc. J'ai eu un accompagnement qui s'est rapidement mis en place dès l'école maternelle, où il y a une assistante qui vient, qui vous accompagne dans la classe pour, pareil, vous aider à vous servir de la prothèse. Donc ça, c'est un processus qui se met rapidement en place et en fait, on n'a pas trop le temps de réfléchir et c'est peut-être 30 ans après que je me dis mais est-ce que vraiment j'en avais besoin ou non? En fait, on se pose pas vraiment la question, on est plongé dedans. On est mis dans le processus et puis ça va... Et on suit le processus. Voilà, donc j'ai eu des prothèses de mes 0 à, je dirais, 11 ans à peu près. Et ces prothèses-là, toi, tu les acceptais, ça t'aidait aussi par rapport au regard des autres ou à faire plus de choses, à être plus autonome peut-être? Non, pas vraiment. En fait, j'ai l'avantage quand même dans mon malheur d'avoir le coude et donc je peux attraper des choses et du coup je comprenais pas bien en fait pourquoi j'avais une prothèse parce que ça m'handicapait plus qu'autre chose. Oui, parce que toi t'apprenais en fait. J'arrivais à faire les choses plus vite, sans la prothèse. Mais je me disais bon. Après, ça me permettait aussi d'avoir un équilibre quand je faisais du vélo. Ça avait aussi d'autres points positifs. Mais dans ma vie quotidienne, pour les gestes de tous les jours, j'arrivais pas bien à m'y retrouver, quoi. Donc, mais après, je trouve ça super d'avoir pu connaître cette sensation. Et c'est sûr. À quel moment tu t'es dit vraiment c'est toi qui as fait... Enfin, c'est à 11 ans du coup que tu as arrêté d'avoir une prothèse. C'est toi qui as fait la demande de dire à tes parents stop, ça sert à rien. Ça me sert à rien. Oui, j'ai fait cette démarche. C'était un peu dur. J'avais peur de les décevoir. J'avais peur de pas rentrer dans la ligne dans laquelle il fallait que je rentre. Et puis moi j'avais l'impression que mettre une prothèse c'était un peu me voiler la face, c'était ne pas assumer mon corps tel qu'il était. Et j'ai trouvé ça, j'ai eu un choc un jour, j'ai une image qui est toujours restée en moi où je suis arrivée du collège, puis j'avais mis ma prothèse esthétique ce jour-là. Et puis je rentre et hop, je retire mon avant-bras, je le pose sur le bureau tel on pose une trousse. Je sais pas, c'était pas naturel, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit mais ça n'a pas lieu d'être là. En fait. C'était trop, Donc j'ai dit non, il faut arrêter. C'est pas. Tes parents l'ont compris? Oui, ils ont compris. De toute façon, ils ont toujours été assez à l'écoute de mes besoins, de mes envies. Donc, il n'y a pas eu finalement de jugement comme j'ai pu l'appréhender. Ok.
C'est à 7 ans que tu as compris que ton bras pousserait jamais. Ouais, C'est ça? à 7 ans. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu, toi, Ouais. t'étais dans quel flou, et comment on t'a appris que ton bras ne pousserait jamais? Bah en fait, j'étais comme toute petite fille de 7 ans dans mon lit avant de m'endormir, et puis on a sa maman qui vient nous dire bonne nuit, et puis ça faisait un moment que quand même moi j'attendais ce jour où ça allait pousser, mais je l'attendais de manière assez secrète au final. J'avais jamais manifesté encore à l'oral cette attente. Et un jour, j'avais 7 ans et je dis à ma mère, avant de m'endormir, je lui dis, mais en fait, maman, quand est-ce qu'il va pousser mon bras? Quand est-ce qu'il pousse là? Et c'est là qu'elle m'a dit, je m'en souviendrai, toute ma vie. Je pense qu'elle a eu un choc de cette question. Elle m'a dit, tu sais, chérie, ton bras, il poussera pas. Ouais. Il ne poussera pas ton bras. Et là, c'est difficile. Ouais, tu comprends que... Ouais. Et là, tu comprends que ta vie sera jamais celle que tu avais prévue, en fait. Ouais. Voilà. Toi, ça marquait pour toi vraiment une vraie différence par rapport aux autres? Ah oui, parce que entre tes 0 et tes 7 ans, tu as quand même le temps de te prendre beaucoup de regards violents, de remarques, et tu te dis qu'il y a une deadline à tout ça. Ouais. Et là, toi, tu t'es dit non, ça va durer, quoi. Et là, tu réalises que en fait, il n'y a pas de deadline. La deadline, Dieu seul la connaît. Et le plus loin possible. Et j'espère le plus loin possible malgré tout. Mais c'est vrai qu'à 7 ans, tu réalises, tu te dis, t'es plongé dans une vasque d'inconnu, d'angoisse, en fait, d'anxiété, de te dire, mais là, j'ai 7 ans, j'ai ma famille, j'ai mes parents qui m'aident quand même si ils me poussent à faire les choses seule, c'est une sécurité. Et comment je vais faire quand je serai adulte, comment je vais faire pour trouver un mari, comment je vais faire pour avoir des enfants, comment je vais faire pour conduire une voiture, comment je vais faire pour vivre ma vie d'adulte. Ouais. Et ça, on est dans un inconnu total. Et en fait, très très jeune, on a, je pense, cette lucidité que d'autres enfants n'ont pas forcément. Trop tôt. Sûrement. Sûrement trop tôt, ouais. Est-ce que le fait que tu aies enlevé ta prothèse à tes 11 ans, le regard des autres a été plus dur? Non, parce que je la mettais pas finalement tout le temps. Okay. Donc et c'était ça aussi, c'était un paradoxe un peu bizarre, même vis-à-vis du public, entre guillemets, et des gens que je pouvais voir. Un coup, ils me voient avec 2 mains, un coup, ils me voient sans main. Le message était un peu particulier et moi, j'arrivais plus à jongler avec finalement ces 2 corps. Voilà, donc j'étais déjà confrontée au regard sans prothèse, donc au final, ça l'a pas intensifié, mais il est devenu plus fréquent puisque je portais pas de prothèse, tous les jours. Donc. Ok. Comment s'est passée ton adolescence? Mon adolescence, c'est une bonne question. J'ai eu un bon collège et j'avais un bon groupe d'amis, donc dans lequel je me sentais bien. Donc ça, mais c'était une petite partie et tout le reste était vraiment sur la vie de collégienne assez difficile parce que on voit ses copines avoir une liberté d'expression corporelle que nous on s'interdit d'avoir. J'avais beaucoup de mal à m'habiller en manches courtes. Aujourd'hui, tu me vois en débardeur, mais ça fait que même pas 1 an que je suis capable de le faire. Donc j'en ai quand même 39. Donc le parcours et le chemin a été long. Donc il y avait une forme de jalousie quand même vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est vraiment la partie collégienne et en classe et en dehors de la classe, etc. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir un refuge extraordinaire avec le cheval
J'ai fait beaucoup de cheval quand j'étais plus jeune et adolescente. Et voilà, j'ai eu aussi la chance d'avoir mon cheval qui a été ma première thérapie avant la course à pied. Et du coup, je pense que ça a beaucoup adouci mon adolescence. Ouais. Parce qu'au final, je passais beaucoup de temps avec mon cheval, avec les gens du centre équestre. Et donc, j'avais une espèce de cocon très protecteur et je m'aventurais pas dans autre chose, quoi. Ouais. Donc, au final, il y avait une partie de moi qui était vraiment torturée de pas pouvoir exprimer, voilà, mes mouvements et mes envies d'aller vers les autres. Parfois, ça me bloquait d'aller vers de nouvelles personnes. T'avais peur d'être rejetée? Ouais, peur du regard, peur des remarques, peur de l'agressivité qu'on peut vivre quand on est jeune, quoi. Ouais. C'est horrible. T'as pu subir du harcèlement? Non, j'ai pas subi de harcèlement dans le sens où j'ai pas eu une même personne qui est venue me répéter chaque jour la même chose. Mais on l'appelle comme on veut, mais c'est une forme de harcèlement d'avoir dans n'importe quel endroit où on va, des regards un peu. On est regardé comme une bête rare. Ouais. Il n'y a pas d'autre terme. Et ça, c'est un regard qui est difficile à supporter. On a beau se dire, on peut relativiser, c'est un regard, il a le droit de regarder, on est différent. Mais quand c'est 30 fois, 50 fois par jour, ouais, c'est lourd à porter. C'est insupportable. Ouais. Parce qu'on est constamment renvoyé à cette différence. Ouais. Donc ça, c'est difficile. Et puis voilà, puis après on a aussi nos galères du quotidien, hein. Je veux dire, quand moi j'arrive pas à fermer mon manteau, quand j'ai dû apprendre à me faire une queue de cheval, bon là j'ai les cheveux courts, mais pendant longtemps j'ai eu les cheveux longs, toutes les petites galères de gestes, ça c'est difficile aussi à supporter. Ça vient ajouter du poids. Voilà, ça ajoute, exactement. Après, donc t'as suivi un parcours, t'as fait de l'hôtellerie. Ouais. C'était une façon pour toi de dire je suis capable de tout? Je pense que oui, c'est un challenge et je pense qu'on a un côté quand on vit quelque chose comme ça depuis petit, on est assez provocateur avec soi-même. Donc c'est comme faire du cheval, c'était pas le sport le plus simple, voilà, qui m'était le plus destiné. J'aurais pu choisir un truc plus simple, quoi. Non, j'ai choisi le et l'hôtellerie, clairement c'était challenging, mais voilà, c'était un univers qui me plaisait et je me suis dit, il n'y a pas de raison que je fasse pas ce qui me plaise, en fait. On t'a dit que t'allais pas réussir? Oui, bien sûr. Qui a pu te dire ça? 1000 fois. Des élèves de lycée, quand on commence à expliquer en début d'année quel est le cursus qu'on veut choisir après le bac et qu'on dit ça dans toute la classe et qu'il y a la moitié qui rigole parce que qu'est-ce que tu vas faire de l'hôtellerie, tu peux pas porter 3 assiettes. Bon, voilà, ça, déjà, c'est violent quand même dès le premier jour de la rentrée. Et puis, après, des écoles hôtelières, des directeurs, des directrices d'école qui vous disent, t'es vraiment sûr que c'est ce que tu veux faire parce qu'il y a des épreuves pratiques. Donc, tu les as, c'est bien, tu les as pas, tu sors. Ouais. Donc ça encourage quand même pas quand on a 17 ans. À se dire, c'est pas hyper positif comme discours, ni inclusif, ni encourageant. Donc on m'a fait comprendre que c'était pas la meilleure voie à prendre, quoi. Ouais. L'école où t'as été, c'est un de ces directeurs qui t'a dit, à mon avis, ça va être compliqué? Non. Non. Je serais jamais allée dans cette école. Non, au contraire, ils m'ont super bien accueillie. Une des rares écoles, d'ailleurs, qui m'a vraiment tout de suite dit qu'ils s'adapteront. Ils m'ont mise à l'aise avec l'enseignement qui allait être transmis et que si je voulais faire de l'hôtellerie, on trouverait des solutions et qu'il n'y avait aucun problème et qu'ils m'accueilleraient. Voilà. Comme les autres élèves. Et ça s'est bien passé? Et ça s'est super bien passé, ouais. Comment ça s'est... Du coup, quel job tu voulais faire sorti de cette école d'hôtellerie?
Bah moi, j'avais pas un job bien précis. Ce que j'aimais, c'était le contact client, la relation client. C'était de faire en sorte que, voilà, d'offrir du bonheur aux autres, en fait, à travers un service de qualité. Et j'avais pas d'idée bien précise. J'avais travaillé dans un restaurant avant et j'avais adoré cette relation client. Et au final, très vite, j'ai compris que j'aimais le département hébergement, mais qui était aussi, quand même, qui m'était plus destiné. Parce que, voilà, tu vois, inconsciemment, peut-être que 20 ans plus tard, je reconnais que j'ai choisi l'hébergement parce que la restauration, c'était moins simple pour moi. Ouais. Donc, je me suis un peu calmée dans mes challenges et je me suis dit, bon, va aussi, ça me plaît, c'est bien. J'avais pas le sentiment de faire un gros compromis. Oui. Voilà, j'aurais adoré travailler aussi dans un restaurant et faire plus d'opérationnel, mais voilà, c'était plus simple pour moi. Donc, j'étais au département des réservations hébergement. Donc avec plus un job bureautique, quoi. Okay. Plus simple pour moi. Ouais. Et tu t'es vue refuser des postes par rapport à ton handicap ? Ouais, on m'a refusé un poste dans un spa. Et pour moi, c'était vraiment très difficile parce que j'ai toujours aussi beaucoup aimé l'univers du spa, du bien-être. C'est vraiment un environnement que j'adore. Et c'était un de mes rêves de travailler dans un spa. Et j'ai passé tous les entretiens. Et à la fin, on me dit ta candidature est bonne, ton profil est bon, mais tu risques de effrayer les clientes. C'est violent. C'est violent. Et puis ça te ramène toujours à ton handicap, quoi, comme si c'était lié toujours à ton identité, quoi. Voilà. Donc c'est très difficile d'entendre un tel discours. Surtout quand on est plus jeune. Voilà, j'avais 20 ans. Donc ça fait déjà des années qu'on se bat et qu'on essaye en tout cas d'être traité à notre juste valeur et puis pour nos compétences avant tout. Et d'entendre ça a été une nouvelle assez dévastatrice à ce moment-là. Et il faut quand même se relever, quoi, parce que faut avoir ce mental de dire, bah ok, c'est toi qui est pas dans le vrai et je dois pas le prendre trop personnellement, mais c'est quand même ça met un peu de temps. En fait, comment ça, je vais faire peur aux clients, quoi. C'est difficile d'entendre ça. Ouais. Comment qu'est-ce que t'as fait pour essayer de te relever justement après ça? Bah, dans ces moments-là, on a, dans tous les cas, depuis petite, je pense que, je parle pour moi, mais je pense que plein d'autres enfants qui ont la même chose ou une autre différence, malheureusement ou heureusement, on développe une certaine forme d'agressivité quand même. On est obligé pour se défendre, il y a un moment, on peut pas tout laisser passer. Ouais. Et donc, on a nos limites, quoi. Et donc, dans ces moments-là, j'ai une espèce d'agressivité en moi qui me dit, bah, c'est toi qui es... Pardon, c'est toi qui es un gros connard, tu vois, et c'est pas l'inverse. Et donc, en fait, ben, je suis obligée de nourrir un peu cette agressivité pour me calmer et me dire, non, mais je vais me défendre par rapport à ça et je vais me relever. Et tu m'as envoyé une balle, quoi, clairement, dans le cœur. Je vais la ressortir et parce que je suis plus forte que toi, en fait. Ouais, tu vas pas gagner. Non, c'est pas toi qui gagneras là-dessus. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est de la défense, quoi. Enfin, naturelle que j'ai acquis avec le temps. Ouais. Et avec tout ce qu'on encaisse, on est obligé. Donc c'est comme ça que je me relève, quoi. Je sors les crocs. Voilà, je suis obligée de faire comme ça. T'avais de la colère en toi? Tu te disais pourquoi moi? Pourquoi Mais c'est de la colère mêlée à de la frustration, mêlée à de la tristesse, mêlée à tellement d'émotions qui s'entremêlent. Enfin, ça fait c'est un brouhaha total dans ces moments-là. Et en fait, ce qui est le plus dur, c'est qu'on peut pas le changer.
Ouais. C'est ça qui est difficile. Parce que je peux rien faire pour le changer. Donc, à la rigueur, on me dirait, t'as pas le diplôme qui convient. Oui. D'accord. Je vais l'avoir, le diplôme. Je vais faire en sorte de le décrocher. Ouais. T'as pas, voilà. Mais là, je peux rien faire. Tu subissais, en quelque sorte. Donc, c'est un sentiment d'emprisonnement total. De tout. Donc, on te retire quelque chose que t'as envie de faire. On t'enlève ton rêve d'aller travailler dans un spa. Et t'as pas t'as pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Ouais. Oui. Donc c'est ça qui est difficile. C'est une frustration énorme, sans nom. Dans ta famille, du coup, il y avait aucune différence. Enfin, t'étais comme tes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des fois où t'avais l'impression que, en fait, on ne voyait que par ton handicap? T'étais pas la Claire, la petite fille, mais t'étais la Claire qui avait une agénésie. Non, jamais. Mais absolument jamais. Et à l'école et tout ça, pareil. C'était très... Par les professeurs, je parle. C'était une petite fille comme les autres. Ouais. C'est vrai que maintenant que tu me poses la question, ouais, mes professeurs, ils m'ont jamais traité différemment. J'en ai pas le souvenir en tout cas. Donc, et à la maison, non, j'ai toujours été vraiment traitée à la même enseigne. T'avais besoin de ça aussi. Ouais, pas de différence. Je pense, mais c'est un peu paradoxal parce que à la fois c'est bien d'avoir et je remercie vraiment mes parents et ma famille de m'avoir traité de la même manière et de pas m'avoir assisté dans tout ce que je faisais et de me laisser me débrouiller pour que je puisse être autonome. Ça, c'est une valeur ajoutée énorme. Et d'un autre côté, mais c'est pas de leur faute, hein, ça renvoie quand même à un sentiment d'isolement très fort. Parce qu'au final, on me traite de la même manière, mais je ne suis pas pareil. On me traite comme les autres, mais je ne suis pas comme les autres. Ouais. Et donc c'est assez paradoxal, parce qu'on a envie d'être comme les autres, mais en fait on ne l'est pas. Et quand on se retrouve seul à des moments où on est plus down et parce qu'on est épuisé par ce handicap, il faut dire le terme, là on est très isolé parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on est comme les autres, parce qu'il faut se considérer comme les autres. Donc en fait c'est un paradoxe constant. Des fois, il y aurait un peu besoin on aurait besoin, voilà. Ouais, de dire, mais en fait, je suis pas comme les autres, là, prends un peu de temps. Est-ce que tu vas bien ? Ouais. Est-ce que finalement, tu vois, et je pense que ça a été... Ouais, je pense que je le réalise aujourd'hui. Et parce que... Mais c'est de ma faute aussi. Parce que j'ai toujours montré poker face, quoi. J'ai toujours montré que... Non, ça allait, que ça allait aller et que on y va. Ouais. Donc en tant que parent, ça serait quoi ? Pas hésiter à aller voir son enfant, même si c'est un peu rabâché, lui dire est-ce que là ça va ? Est-ce que c'est peut-être de dire ils l'ont fait probablement un peu, mais peut-être pas au moment où tu le voulais, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est des moments c'est difficile parce que si on te demande comment tu vas, tu peux aussi être agressive et te dire c'est bon, j'ai pas envie de parler de ça, ou je suis comme les autres. Le créneau est très difficile, donc c'est une subtilité. Je pense que je sais pas s'il y a une vraie réponse à cette question et s'il y a une vraie règle. Je crois que c'est aussi à nous en tant que personnes en souffrance ou d'avoir le cran aussi de sonner la sonnette d'alarme. Ouais. Chose que j'ai pas forcément faite, tu vois. Donc c'est difficile. Je sais pas. Peut-être des questions indirectes de... comment tu te sens. Comment t'as vécu ta féminité à l'adolescence, surtout quand le corps change ? Est-ce que finalement pour toi c'était quelque chose où ça ajoutait en fait encore une difficulté, ou en fait non, t'as vécu ta féminité et ton adolescence comme elle devait se faire ? Ça a été un peu difficile par rapport aux relations avec les garçons,
Ok. où j'avais vraiment peur de montrer mon bras. Donc en fait, pendant des années, j'ai vraiment caché mon bras. Tout le temps. Donc en fait, j'étais très habile, il était toujours dans ma poche, sous un sac. Donc en fait, je me protégeais, mais je me mentais quand même aussi beaucoup à moi-même. Donc ça a été assez difficile C'était un combat permanent, intérieur, de me dire, je suis là, je rigole, c'est super, machin, mais au fond de moi, j'étais là, tu rigoles, mais tu t'es pas capable de retirer ton pull, t'es pas capable de sortir ton bras de ta poche. Donc ça a été compliqué pour moi dans ma tête. Et puis l'adolescence, le corps change, comme tu dis. Et puis tu grandis, tu t'évolues, tu te regardes plus. Et il y a eu un moment où j'ai eu un choc de me dire, j'étais pas du tout en surpoids, mais d'autres filles prennent un peu de poids, l'adolescence, ça arrive. Et je me suis dit, faut surtout pas que je sois grosse, parce que j'ai déjà un bras en moins. Alors si en plus je suis grosse, c'est double peine pour moi. Et du coup, je suis tombée dans l'anorexie pendant quelques années. Donc une anorexie modérée. Je me suis pas retrouvée à l'hôpital, mais quand même, je faisais bien cette taille-là, moins 10-12 kilos en moins. Donc c'est quand même pas très lourd. Et ça a été aussi un autre combat pour moi, de me dire, non mais comment je me sors de ça là ? Je mange plus, mais si je remange, je vais grossir. Si je grossis, on va rigoler deux fois plus. Ouais. Donc l'adolescence, ça n'a pas été toujours simple par rapport au rapport avec mon corps. Mais heureusement, comme je disais tout à l'heure, j'avais aussi le cheval et quand même un petit groupe d'amis solide, quoi. Ça t'a aidé, ça, à sortir de l'anorexie ? Ah oui, et ma famille a été très présente aussi. Et après, j'ai réalisé, quoi. Et c'est encore une fois ce que je disais au début de notre conversation, on a aussi une lucidité et un mental depuis tout petit où d'un coup je me suis dit non mais tu déconnes là, tu peux pas faire souffrir ton corps comme ça. Ouais. Donc j'en suis sortie comme ça, mais bon, ça laisse un peu de séquelles quand même, hein, mais c'est beaucoup plus géré aujourd'hui, hein, ça n'a rien à voir. Tu t'es fait aider par des professionnels pour sortir de l'anorexie ? Non. T'as réussi par la force de ton mental et à être entourée et le cheval pour sortir de ça ? Ouais. Ok. Ouais. T'as rencontré ton mari ? Oui. Comment s'est passée la rencontre ? Est-ce que là tu t'es dit ok, je sors ma main de sous la table, enfin tu vois, à quel moment tu t'es dit ok, là je baisse les armes ? Tout de suite, parce que en fait, j'ai eu plusieurs expériences et j'ai rencontré d'autres hommes avant pour qui il y a eu des freins et pour qui on m'a clairement dit t'es sympa mais j'assumerai pas ton handicap. Okay. Donc ça, on me l'avait déjà dit. Après, j'ai eu une relation avant où ça s'était bien passé. Mais j'ai quand même eu des mauvaises expériences. Donc en fait, j'étais partie du principe que maintenant, toute nouvelle rencontre, je le disais direct parce que j'avais... Donc c'était violent pour moi, c'était une prise de risque, hein, mais j'avais pas envie de tourner autour du pot et que ça dure et qu'on me le dise au bout de je sais pas combien, soit au bout de 2 heures, au bout de 2 jours. Donc en fait on s'est retrouvés et on s'est assis, on a commandé un verre et tout de suite je lui ai dit écoute, je t'explique, moi je suis née comme ça et j'ai sorti mon petit bras. Je lui ai dit, je suis comme ça. En gros, c'est à prendre ou à laisser. Donc, voilà. Mais ça, je me prépare toujours psychologiquement quand j'agis de cette façon-là. Ouais. C'est vraiment, je me prépare comme on se prépare à faire un marathon. Donc, j'étais prête et j'étais prête aussi à encaisser la réponse. Et il m'a regardé genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'a dit, écoute, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Oui. Peu importe.
Et j'ai dit ok, bon, bah là, du coup, c'était bon. Et du coup, bah, tout est brisé d'un coup. Enfin, je veux dire, on brise la glace et tout peut commencer correctement, quoi. Oui, parce que des fois, même sans forcément refuser, ça peut être un peu juste la surprise et de... Voilà. T'as pas les mots et... Voilà. Et tu te dis, je savais pas. Sans pour autant que ça te dérange en soi. Exactement. Mais parce que c'est plutôt la surprise, quoi. Ouais. Mais ça n'a pas été le cas là. Non. Ça n'a jamais été le cas pour lui. Ça n'a jamais posé de problème. Ça n'a jamais été un sujet, ouais. Donc, c'est là que j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Ça t'a apporté une certaine sécurité quand t'as vu que... Enfin, un peu cette peur que t'as eue quand t'avais 7 ans, en te disant, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va m'aimer, etc. Est-ce que là, tu t'es dit, ok, c'est... Ouais, j'ai vu dans son regard tout de suite que il m'aimait, enfin voilà, qui m'aimait pour qui j'étais, et que c'était sincère. Et oui, ça m'a mise en confiance pour le long terme. Ouais. J'ai vu, tu vois, que il était sincère et qu'il était sensible à cette différence. De manière vraiment positive. Et je me suis dit, waouh, ça court pas les rues. Donc il faut que je fasse attention à pas louper le coche. Mais j'ai mis un peu de temps parce que le pauvre, voilà, on a mis quelques mois avant de se mettre ensemble. Bah ça valide pas non plus. Il fallait que je fasse ses preuves. Est-ce que t'as eu peur le fait de devenir maman? Est-ce que ça t'a fait peur ou en fait après c'est devenu naturel et t'avais tellement l'habitude de vivre en fait de façon normale que tu t'es dit je vois pas pourquoi je réussirais pas? Alors quand j'ai appris que j'étais enceinte pour la première fois, je me suis pas posé la question tant que j'étais enceinte. Par contre, je me suis pris une petite claque à l'accouchement, notamment quand il faut donner le premier bain. Là, tu te dis bah ça va être compliqué. J'avais pas réfléchi à comment j'allais me débrouiller pour tenir mon bébé. Attraper du savon, le savonner. Ouais. Voilà. Alors là, je me suis pris une grosse claque. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais faire? Enfin, voilà. Et donc là, du coup, t'as tout un processus de torture qui se met clairement en place dans ta tête de dire, mais ouais, comment je vais faire? Je vais pas vivre avec ma mère, mon mari va pas être là toutes les 5 minutes à m'aider. Enfin voilà, j'ai un congé mat de 3 mois qui m'attend, comment je vais faire? Et là, et puis c'est très dur aussi de se retrouver le premier bain à la maternité. Il y a toutes les mamans qui donnent le bain à leur bébé, et toi finalement tu peux pas le faire. Donc puis c'est tellement petit que tu vas pas prendre le risque de tester comme ça. Donc c'est difficile. Et puis bah après, de toute façon tu te dis bah faut que je trouve une solution quoi. Donc tu réfléchis et puis ça va assez vite finalement parce qu'on est habitué. Enfin moi je suis habituée à je fais face à une situation qui m'est inconnue. Comme de toute façon je laisse pas place au fait que je vais pas y arriver. Rarement, à moins de vraiment que ce soit très très compliqué, je me suis dit comment je vais faire, et puis j'ai trouvé, je me suis dit je vais tenir mon bébé, je vais mettre du savon dans une petite coupelle, je vais attraper le savon comme ça, je vais me débrouiller, et au final ça passe. Je sais pas trop comment j'ai fait, mais pour après sortir le bébé, le mettre dans la serviette et tout, mais au final ça passe. Mais c'est vrai que c'est des angoisses qui sont arrivées au moment quand l'enfant était là, quoi. Ouais. J'avais pas trop anticipé l'histoire avant. Les 3 mois. Mettre un body, mettre un... Waouh. Il y a quand même beaucoup de trucs où je me suis dit, voilà, là, franchement, tu te compliques la vie. Mais après, on trouve plein de solutions et l'enfant, je pense, le ressent. Et m'aide aussi, quoi. Naturellement, mes 3 enfants ont toujours été calmes pour que je les habille. Donc au final, ils ont peut-être compris que j'avais une difficulté et je sais pas, peut-être. Ouais, fallait qu'ils te mènent la vie dure sur autre chose. Voilà, ça. Ils ont été tranquilles pour tout ce qui était Donc ta première petite fille, t'as eu peur, et les 2 autres après, tu te dis non, c'est bon. Oui, après ça va. Ouais, tu savais comment faire. On est rodés. Est-ce que t'as accepté à un moment donné ton corps comme il était? Non.
un peu plus maintenant, mais non, je n'ai jamais accepté à 100%. Qu'est-ce qui fait que tu n'acceptes pas? Bah, je sais pas. J'accepte pas. Je tolère, tu vois, mais j'ai du mal à accepter à 100%. Mais je sais pas pourquoi je l'accepte pas. Peut-être que j'ai pas encore terminé de l'apprivoiser, parce que peut-être que j'ai pas. Je pense que je suis frustrée, quoi, de certaines choses. Et ça m'énerve, et du coup, ça m'énerve parfois de pas arriver à faire un truc. Ça m'énerve de devoir tout le temps m'adapter, et que c'est pas les choses qui s'adaptent à moi, finalement. Ça m'énerve, ça me fatigue de me battre contre les remarques, les questions. C'est plus ça, en fait. C'est que mon corps, c'est ce que ça engendre, en fait. c'est tout ce qui va à côté qui est. Et après, le corps en lui-même, j'ai quand même du mal à le. Je suis pas sûre de l'accepter à 100% un jour, en vrai. Et je crois que c'est ça qui m'apaise aussi de le dire. Ouais. Je crois que pendant très longtemps, on est dans cette quête permanente de l'accepter totalement. Et tu vois, avec le travail que j'ai fait psychologique, le travail que je fais à travers le sport, la délivrance que je vais chercher, en fait, je veux dire, quand on court 8 heures par semaine, on a le temps de réfléchir quand même à tout ce qui tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous rend joyeux aussi, hein. Il n'y a pas que la souffrance, mais en fait, à travers tout ce chemin, je crois que je réalise que en fait, je l'accepterai peut-être jamais. Ok. Mais qu'il faut que ça soit ok de pas l'accepter à 100%. Ouais. Et je pense que ça m'apaise parce que j'arrête de chercher un truc que j'arriverai peut-être pas forcément à atteindre. Atteindre en toute honnêteté, en toute comment. Tu vois, je peux pas dire. En étant en paix, quoi. En paix, tu vois. Je peux pas. C'est pas vrai, je l'accepte pas. Ouais. Parce que ça m'énerve, parce que ça me pourrit la vie parfois. Ça me l'a suffisamment pourri. Et à la fois, si j'avais pas cette différence, peut-être que j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Tu vois, ça personne le sait. Mais non. Si demain je peux avoir mes deux mains, j'aurai mes deux mains. Ouais. Quand même. Donc c'est que. Voilà quoi. T'acceptes d'avoir le statut d'handicapé? T'acceptes? Ou tu préfères dire que t'as une différence et que. Voilà. Aujourd'hui, je l'accepte. Pendant très 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 longtemps, je l'ai pas accepté. C'était même un mot qui m'était insupportable. Qu'on me mette dans la case handicapée. Moi, je voyais pas pourquoi j'étais handicapée. Et au final, aujourd'hui, je l'accepte parce que je réalise que je suis en situation de handicap. Je suis reconnue comme travailleur handicapé et je vois bien que plus je vieillis, plus mon corps subit ce handicap parce que j'ai mal au dos, parce que je suis en torsion et en déséquilibre constant et que ça me fait souffrir aussi physiquement. Donc c'est un handicap et je pense que je l'accepte parce que ça m'ouvre aussi d'autres portes. Ça me permet, tu vois, t'es en situation de handicap, donc t'es plus éligible à des choses et que j'assume aujourd'hui et que j'assumais peut-être pas forcément. Est-ce que t'as un exemple? Aujourd'hui, tu vois, je suis éligible d'avoir des aides pour un aménagement de poste dans mon travail. Et c'est un aménagement qui te permet d'avoir un bureau
plus haut, plus ergonome, d'avoir une chaise qui te permet d'avoir moins mal au dos, d'avoir un équipement au niveau de ton clavier, de ta souris, enfin plein de choses qui finalement me changent quand même pas mal le quotidien et l'améliorent. Donc ça, en situation de handicap, t'es éligible à ça. Je suis éligible à avoir une aide potentiellement financière pour aménager mon appartement et les plans. Par exemple, j'ai fait faire un plan de travail de ma cuisine à ma hauteur qui me change littéralement ma vie. Ouais. J'ai un robinet qui est adapté pour allumer l'eau ou l'éteindre, mais juste là et pas me pencher. Donc en fait, et ça c'est des choses auxquelles j'ai le droit finalement et que je m'offre aujourd'hui parce que j'accepte plus ce statut. Et au final, je me rends compte que ça me simplifie tellement le quotidien sur certaines choses que ça je l'accepte plus quoi. Qu'est-ce qui t'a permis de l'accepter ? Est-ce qu'il y a quelque chose où c'est avec le temps et en voyant aussi que ça t'apportait et que ça te facilitait la vie, tu t'es dit il faut que je l'accepte en fait ? En fait, en 2024, avril 2024, j'ai intégré une équipe handisport, qui rassemble entre 12 et une quinzaine de sportifs en situation de handicap, visibles, invisibles. Et voilà, il y a pas mal de gens qui sont amputés de la jambe, qui portent une prothèse, d'autres qui sont autistes. Et je me suis retrouvée dans ce groupe pour la première fois de ma vie. Je me retrouvais dans un groupe avec que 100% de personnes en situation de handicap. Alors que j'ai toujours été la seule et unique personne handicapée dans mon travail. J'ai jamais rencontré de gens comme moi ou autres. Et là, en fait, le fait d'être dans ce groupe, au départ, ça m'a un peu perturbée, parce que je me suis dit, mais est-ce que je fais vraiment partie de ce groupe parce que je suis handicapée, parce que je suis juste claire, sportive, j'ai une agénésie, mais est-ce que je l'assimile au handicap ? Et en fait, la richesse de ce groupe, les émotions que j'ai pu vivre à travers ce groupe m'ont, je pense, amenée vers le chemin, tu vois, de l'acceptation de ma situation de handicap. Je me sentis bien et je me dis, en fait, je trouvais que chaque parcours était très inspirant et que oui, moi aussi je suis handicapée. Donc c'est ça qui m'a aidée, c'est cette team. Oui, et puis c'est pas parce que t'es handicapée que t'es une mauvaise personne, que machin, que... Non, ouais. Ça a changé le regard que tu pouvais avoir sur toi en mettant cet adjectif. Ouais, je pense que ça me rassure en quelque sorte. Je me dis, en fait, pourquoi j'ai pas fait handisport avant aussi, tu vois. Ça me rassure d'être dans cette équipe qui est vraiment singulière. Et puis, je fais partie de cette population qui, j'espère aussi, va inspirer d'autres personnes qui sont en situation aussi de handicap et qui, juste pour aussi montrer que oui, on est en situation, on est différent, on est handicapé, mais on accède à plein d'autres choses, comme les autres, au final. Donc c'est encore une fois, c'est ce paradoxe permanent qui est, on est comme ça, mais au final, on a envie de prouver qu'on peut réaliser les mêmes choses. Ouais. Et c'est... faire abstraction de la différence. Ouais. T'as l'impression d'être plus comprise aussi ? Parce qu'ils savent un peu ce que t'as pu vivre, le regard des autres, une certaine colère. Je pense que, en fait, on n'en parle pas forcément si ouvertement que ça dans l'équipe, mais parce que pour nous, c'est naturel et je pense que c'est une inspiration et une compréhension les uns des autres vraiment très naturelle parce que chacun sait, sans se parler, ce que l'autre vit, quoi. Tu vois, on a tous les mêmes ressentis très similaires.
Oui. Donc, nos parcours de vie sont différents. Moi, j'ai un parcours qui est différent parce que je suis une des seules à être née comme ça. Donc, je le vis depuis que je suis toute petite. Oui. Alors que d'autres, ce sont des accidents de la vie. Ils ont été amputés à 18 ans, à 25, à 50 ans. Donc, ils ont eu une vie avant. C'est un peu différent, tu vois. Ouais. Mais au final, les souffrances sont les mêmes. Et donc, en fait, on n'a pas... c'est assez naturel et on n'a pas forcément besoin de se parler. On se comprend naturellement, je pense. Tu disais que tu étais née comme ça, c'est une malformation, la génésie. Donc t'as pas eu peur quand tes filles sont nées qu'elles aient cette même malformation? Si, bien sûr. Ça a été mon angoisse permanente tous les premiers mois de grossesse, jusqu'à ce qu'on me dise c'est bon, voilà, la phrase bateau, comme dirait mon père. Elle a ses 2 bras, ses 2 jambes. Si, ça a été une angoisse énorme. Je sais d'ailleurs même pas comment j'ai fait pour faire ça 3 fois. C'est là, après coup, je suis folle. Mais oui, ça a été très Parce préoccupant. qu'il y avait une probabilité? Je sais pas, on sait pas. On peut pas te dire. Oui, mais en fait, il n'y avait pas de risque, on te disait pas, bon là, il y a une chance sur 2. Non, c'est pas une chance sur 2, mais bon, naturellement, je suis comme ça, donc potentiellement, tu peux quand même penser que ton enfant risque d'être aussi comme ça, quoi. Et les médecins étaient aussi dans ce sens-là, ou pour eux, ils évoquaient pas le sujet parce qu'il n'y avait pas raison de l'évoquer, quoi? Non, ils me l'évoquaient pas. Moi, je leur ai posé la question et ils m'ont dit y a pas de raison. Mais bon, est-ce qu'ils veulent dire ça parce que pour pas m'inquiéter ou voilà. Mais ça, ils m'ont jamais laissé entendre que y avait une chance sur 2 et que je m'y prépare. Ça, non. Donc bon. Et si ça avait été le cas, t'aurais pris la même décision que ton papa? Oui, mais j'y ai beaucoup pensé. Il y a eu un moment où je me suis... Tout de suite, j'ai dit non, si j'ai un enfant comme moi, je me suis déjà dit, je le garderai pas. Mais ça a été la réaction un peu à chaud de dire bon, non, surtout pas, attends, la mère, la fille ou le fils, le binôme, là, ça va être dur, hein. Ça va être trop dur. Je peux pas imposer ça ni à mon enfant, ni à moi. Donc ça, c'était un peu la réaction, directe. Et puis après, je me pose et je réfléchis et je me dis, mais si mon père il m'avait pas gardée, je vivrais pas tout ce que je vis aujourd'hui. Je vis plein de super moments aussi. Oui, il y a une partie qui est difficile, mais il y a aussi plein d'autres moments de joie et je peux pas enlever ça non plus à un bébé. Donc non, je pense que je l'aurais gardé. T'es pas définie par ça, quoi. Même s'il y a de la souffrance derrière. J'espère que je suis pas définie par ça. Mais bon, c'est quand même le fil de ma vie quand même. Oui, t'as l'impression que c'est quelque chose qui est quand même qui prend énormément de place? Ah oui, bah c'est même tous les encore jours. Aujourd'hui? Oui, c'est chaque jour. Enfin, je veux dire, sans exception, que c'est avec toi et ça te suit partout, hein. Parce que c'est quoi? C'est le regard des autres qui te suit partout? Ou c'est des difficultés, des choses que t'avais pas forcément prévues, il faut que tu trouves un système pour tu puisses réussir C'est les deux, ouais. Ça va être le regard, ça va être les questions, ça va être... oui, les choses de la vie. Tout à l'heure, je sors du métro, j'ai mon sac à dos, j'ai un autre sac, j'arrive pas à attraper mon sac à dos, j'arrive pas à le mettre. C'est des moments énervants, t'es dans la foule, t'arrives pas à mettre ton truc. T'es toute seule, hein, mais... Voilà, ça, typiquement, ça va être... je suis en pleine rue, j'ai mon lacet qui se défait. Faut que je refasse mon lacet. Mais en fait, je sais le faire, mon lacet. Mais pour faire mon lacet, il faut que je sois assise quelque part. Ou il faut que je m'assoie par terre. Je peux pas le refaire comme ça. Ouais. Donc, tu vois, c'est 1000 trucs. Il faut que je sorte mon porte-monnaie, mais j'ai 12 sacs parce qu'on a aussi le chic de jamais simplifier la vie. Donc moi, je suis toujours chargée ou t'as ton téléphone, mais il faut que tu sortes ton truc, mais tout le temps.
Il y a tout le temps un moment qui va te rappeler que t'as cette différence qui te suit, quoi. Tu vas faire tomber un truc, tu vas pas réussir à mettre ton bouton, tu vas pas réussir à fermer ta fermeture du premier coup, tu vas pas... Mille exemples. Ta fille va te demander de te faire une tresse africaine à 10 minutes de partir à l'école. Bon, bah, c'est pas... Tu vois, ça, faut être posé, faut que les cheveux soient mouillés. Non, mais 1000 petites choses qui font que c'est le fil de ta vie. Tout le temps. Et puis, tu fais shopping, t'as envie de t'acheter la dernière petite robe sympa à manches courtes. Est-ce que tu vas réussir à la mettre ? Est-ce que tu vas assumer de la mettre manche courte réellement, cette robe ? Tu vois ? Tout le temps. Donc, et je pense que voilà, c'est tous ces moments-là qui freinent à une acceptation peut-être à 100%, en tout cas pour moi. C'est de me dire, ça me saoule là, j'en ai marre, je suis fatiguée. Est-ce que tu as dû déjà expliquer à tes filles cette différence ? Oui, je l'explique très tôt, en tout cas dès qu'elles sont en âge dès qu'elles ont été en âge de comprendre, voilà, et de pouvoir tenir. Surtout moi, l'objectif pour moi, c'était qu'elles ne subissent pas trop de violence et d'agressivité des autres enfants vis-à-vis de leur maman, quoi. Ça, c'était vraiment, et ça l'est toujours, hein, c'est un stress permanent. Et une angoisse que j'ai de savoir que mon enfant souffre à travers moi. Et ça a déjà été le cas. Et donc, tout de suite, j'ai tenu un discours, qu'elles aient quelque chose à raconter, une histoire à raconter. Donc, je leur ai, dit une chose très simple, d'expliquer que quand j'étais dans le ventre de ma maman, ma main était coincée derrière mon dos et qu'elle n'a pas pu pousser. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle raconte. Et que c'est comme ça. Et que ça fait pas de moi, voilà, une maman... si, ça fait de moi une maman différente, mais je fais comme les autres mamans. Oui, dans ton rôle de maman, t'es pas différente. Je suis pareille, voilà. Et ça a jamais été quelque chose qui les étonne. Enfin, ça fait partie de c'est naturel pour elles, ou elles se rendent compte qu'il y a une différence. Non, très naturel. Elles m'ont toujours connue comme ça. Pour elles, il y a la petite main, la grande main, et ça a toujours été comme ça. Toujours. Ouais. Non, il n'y a pas de différence vraiment. Tu disais qu'il te manquait 2%. Et tu essaies d'aller les chercher. C'est par la course à pied, c'est ça ? Ce que tu écris dans tes récits. C'est vrai. Qu'est-ce que ça t'a permis, la course à pied ? Ça a permis de me délivrer de beaucoup de souffrances que j'ai encaissées pendant des années, je pense, avec une forme de déni. Je pense que pendant longtemps, j'ai été dans ce déni de la souffrance, pas dans le déni de j'ai mes deux mains. Non, j'ai toujours réalisé que j'étais différente, mais je m'interdisais d'être faible, je m'interdisais de tomber, je m'interdisais de souffrir, de pleurer. J'étais très très dure avec moi, très exigeante, et je me dis que j'avais pas le droit d'être faible, quoi. Donc, il y a un moment, quand la coupe est trop pleine et que on réalise qu'on va pas pouvoir maintenir ce cap et cette exigence encore des années, parce que c'est trop dur psychologiquement, on est épuisé. Donc, il y a eu un moment, j'ai complètement perdu pied, j'ai perdu le contrôle total de mes émotions et de tout ça. Et la course à pied, en fait, ça m'a instantanément déconnectée de toute cette boule de torture que j'avais en moi, dans ma tête. Vraiment, c'était un espèce c'est comme je l'imagine comme une boule avec 1000 autoroutes qui se croisent, et des routes à droite, à gauche, qui partent dans tous les sens, très sombres. Et la course à pied, ça a déconnecté de toute cette boule-là qui va très vite et qui part dans tous les sens.
Et ça m'a vraiment aidé à petit à libérer, à déconnecter, à comprendre aussi, à réfléchir à pourquoi une telle exigence, pourquoi je souffre, comment je peux apaiser ça. Et en fait, ça m'a, l'espace d'une heure, une demi-heure, enfin, dès que je cours, plus rien se passe, quoi. C'est le vide total. Et ça m'apaise, en fait. Du coup, je suis plus dans cette autoroute-là qui me torture. Et après une heure de course, ou même plus, en fait, on se sent quand même un peu plus serein, quoi. Ouais. On se dit, ça fait du bien, là, cette petite parenthèse où je pense plus à tout ça, là, où en fait, c'est le vide total et je pense juste à mettre un pied devant l'autre. Ouais. Tu vois. Et en fait, ça m'a délivrée, je pense, vraiment. Est-ce que tu veux nous raconter les étapes des différentes courses que tu as pu faire ? Ouais, j'ai commencé rapidement quand j'ai redécouvert la course à pied, parce que je courais un petit peu il y a quelques années, mais vraiment j'ai redécouvert, je dirais il y a 5 ans. Et si je me trompe pas, tu courais ton avant-bras caché. Ouais, souvent, très souvent, en manche longue. Et effectivement, quand j'ai recouru, il faisait vraiment chaud et je me suis dit, voilà, je vais pas pouvoir courir manche longue. Donc, j'ai quand même pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, bon, à deux mains, c'est le cas de le dire, ou pas. Et j'ai mis un t-shirt manche courte. Et en fait, j'ai un peu fermé les yeux en mode, bon, j'y vais. Comme si on ferme les yeux et on se dit, bon, allez, ça va passer. La tempête, elle va passer rapidement. Je vais pas y aller longtemps. Et je suis partie. Et là, déjà, j'ai réalisé que tout de suite, comme j'étais concentrée sur mes sensations de course, j'ai rapidement oublié le fait que j'étais manche courte. Donc ça, c'était quand même extraordinaire. J'ai aussi ressenti cet équilibre que j'avais pendant une demi-heure, cette symétrie en fait. C'est ça qui m'a vraiment marqué. La symétrie dans mon corps, ressentie à ce moment-là, que j'ai pas souvent finalement dans les gestes du quotidien. Donc ça a été dingue et très rapidement, je cours un jour, 2 jours, 3 jours et puis je croise quelqu'un avec un t-shirt finisher marathon de Paris. Et là, tout de suite, je me dis, pourquoi pas moi ? Pourquoi j'irais pas faire le marathon de Paris ? Et c'est comme ça qu'en fait, l'aventure de la course à pied a commencé. Et je me suis dit, ça me fait tellement de bien que je vais me lancer dans un marathon parce que finalement, un marathon, ça doit être long. Et je me suis dit, ça doit être assez long, donc suffisamment long pour que je m'offre une super parenthèse de déconnexion totale. Ouais. Et voilà, et donc j'ai fait mon premier marathon. Et puis après mon premier marathon, j'ai fait un deuxième marathon. Et puis après le deuxième marathon, je me suis inscrite à un troisième marathon. Puis je me suis dit, non, en fait, j'ai compris quoi, que ce que j'aimais, c'était courir longtemps, très longtemps. Que j'étais pas à la quête d'un chrono, mais plus de vraiment courir lentement, de prendre du temps pour moi, de me recentrer sur aussi ce qui me faisait du bien. Et c'est comme ça que je suis arrivée à de la plus longue distance et que j'ai fait mon premier 80 km. Et là, ça a été oh là là, un dépassement de soi. Ça a été dur parfois. On va chercher aussi. Moi, je vais chercher à dépasser aussi mes souffrances. Je vais chercher à dépasser ce que j'arrive pas à assumer. Je vais chercher cette acceptation, ces fameux 2% que j'atteins petit à petit. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il va me manquer peut-être 0,30-40%, je sais pas. Et donc, ce premier 80 km, il a été juste sublime, quoi. Enfin, j'ai vécu un moment avec moi-même extraordinaire. Et du coup, j'ai fait un deuxième 80 km l'année d'après et qui a été aussi tout aussi révélateur. Et puis avec aussi des étapes différentes où on a quand même fait du chemin. Moi, j'ai fait du chemin avec moi-même, avec
avec mon petit compagnon, comme je l'appelle, quoi. Et du coup, on se sent quand même un peu plus apaisé, heureusement. Et on comprend que moi, j'ai compris que c'était ça qui m'animait et qui me faisait tenir aussi. Et du coup, après, j'ai aussi intégré la team adaptive qui a été créée par Boris Guirardi, qui est un super sportif aussi, qui a été amputé de la jambe suite à un accident de moto et qui a été un pilier aussi dans cette construction depuis mars 2024 quand je l'ai rencontré et qui m'a intégrée dans cette team. Avec cette team, on a fait des courses à Chamonix. Donc j'ai fait un 42 km en montagne, j'ai fait un 60 km avec beaucoup de dénivelé, très challenging. Et voilà, avec toute l'équipe, on est vraiment très... on se soutient, quoi. C'est un oxygène énorme d'être dans cette équipe aussi. Et puis là, je me lance bientôt sur mon premier 120 km pour vraiment m'offrir une parenthèse de délivrance absolue, je pense, pendant de longues heures. Très longues heures. Ouais, très longues heures. Mais tu vois, c'est un moment que j'attends avec impatience. C'est un moment qui, je sais, va être à la fois très challenging pour l'aspect sportif. Il faut voilà, c'est pas une distance qui s'improvise et à la fois c'est un moment que j'attends parce que je sais que ça va être un rendez-vous avec moi-même magique, quoi. Ouais. Et que je vais en ressortir encore plus délivrée. T'as trouvé du positif dans cette différence parfois ? Oui. Je pense que le positif, c'est que à travers mon parcours, je pense que je peux aider d'autres personnes. Et je sais déjà que à travers mon entourage, à travers mes amis ou les relations professionnelles que j'ai avec certains, j'ai cette faculté, cette capacité à aider et à faire grandir et à faire relativiser, à faire sortir en fait des gens de leur souffrance, forcément à travers mon parcours. Donc je pense que c'est vraiment le plus positif dans tout ça, c'est que j'ai ce petit truc en plus qui aide les autres. Ouais. Est-ce que t'acceptes quand les gens viennent te voir et te demandent ce que tu as ? Non. Je crois que je l'accepte pas. Non, je comprends pas en fait cette question. Je comprends pas cette question parce que si j'ai envie de t'en parler, je t'en parle. Mais je comprends pas qu'on vienne me dire qu'est-ce que t'as. Tu le vois bien, ce que j'ai. Donc qu'est-ce que ça peut t'apporter de savoir si je suis née comme ça, si je suis pas née comme ça, qu'est-ce que ça va changer ? Ouais. En vrai, rien. Par contre, toi, tu m'obliges à me mettre à nu devant toi. Est-ce que je l'ai choisi de me mettre à nu devant toi ? Non. Cette question de toi, quand on me pose cette question, je dis, pourquoi je te parlerais de ma vie ? Ouais. Parce que généralement, les gens, ils vous posent la question, ça fait un quart d'heure qu'ils vous connaissent, quoi. Ouais. Donc, qu'on en parle, bien sûr, moi je peux en parler, mais parce que j'ai choisi d'en parler. Oui, c'est ton choix. Voilà. Donc en fait, c'est pas une question que j'accepterais. Ouais. Pourquoi tu me demandes plus ça que la couleur de mes cheveux, quoi ? C'est ça. Non, mais c'est bizarre de poser cette question. C'est violent, en fait, finalement. Ça te renvoie à t'es bien, t'es content, t'as l'impression que ça passe inaperçu et qu'on te considère finalement pour ce que tu racontes et pour ce que tu dégages. Et bam, ça annule tout ce que tu viens de vivre en un quart d'heure finalement. Ouais. En fait, c'est ça. Pourquoi t'es comme ça ? Que ça peut te faire. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, soit en tant que parent,
qui ont un enfant qui a une agénésie, soit en tant qu'enfant. Quand on se rend compte que notre bras, il va pas pousser. Est-ce que déjà, tu as eu espoir un peu des fois de te dire peut-être que ma mère, elle s'est trompée? Peut-être que mon bras, il va pousser. J'ai eu espoir en buvant l'eau de Lourdes un jour. Je me suis dit, il y aura peut-être un miracle. Et j'ai bu de l'eau de Lourdes, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, ça c'est le petit espoir que j'ai eu, mais vraiment ça n'a pas duré. Non, j'ai pas eu espoir. Enfin, je savais que ma mère me disait la vérité. T'avais compris, quoi. Ouais, et j'avais compris. Après, le message que je peux passer, pour que ça soit... L'enfant, il va pas pouvoir le faire lui-même, et je pense que pour les parents, c'est déjà d'avoir cette prévention, d'avoir un dialogue tout de suite en tout cas avec leur enfant. Je trouve que c'est un dialogue sur ce qui va se passer et comment ça va se passer, et de rassurer, pas de penser que on verra quoi. Ouais. Elle a un mental, elle va y aller, ça va le faire. Oui, et c'est sûr que normalement, 90% du temps, ça va le faire, et ça le fait. Mais à quel prix? Ouais. C'est ça en fait le truc. C'est de se dire, sans en faire sans en faire un drame. Je pense qu'il faut quand même en parler des petits, et de réaliser que ça va être comme ça toute ta vie, et que on va trouver les solutions, et tu vas être accompagné, et puis laisser le choix aussi de est-ce que tu veux une prothèse, est-ce que t'en veux pas, de parler de tout ça, d'échanger très tôt, je pense. Et puis de donner les armes aussi de comment tu abordes les autres, comment tu abordes la nouveauté, comment tu abordes le regard, les remarques, d'avoir un discours. Ça peut être pas mal. Tes parents, des fois, ont réagi quand les gens te regardaient? C'est eux qui ont réagi pour te protéger? Ils l'ont sûrement fait, mais en totale discrétion. Ok, jamais devant toi? Non. Et... après, si je devais rajouter une chose, il y a la prévention des parents envers leur enfant, mais je pense qu'il y a une prévention aussi nécessaire à faire des enseignants aux enfants. Aux autres enfants? Ouais, aux autres enfants. Parce que ça n'existe pas vraiment, à moins que on le demande. Mais je trouve ça fou qu'en 2025, il n'y ait pas... de prévention naturelle sur même les classes, des petites classes quoi. Des petites classes, pourquoi attendre d'être en CM2 pour faire une prévention sur la différence, le handicap, ça doit se mettre en petites sections quoi. Oui, puis souvent les enfants en fait ils acceptent très bien la différence. Exactement. Les parents par ce qu'ils projettent, qui vont exactement. Ouais. Oui, donc plus on en parle tôt, plus pour les enfants, c'est une différence, et voilà. Exactement. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, une phrase qui t'a marqué, ou un événement qui t'a marqué, mais positivement? Une phrase qui m'a marquée? Ouais, ou un événement. Un événement qui m'a marqué? Je pense mon premier marathon. L'arrivée de mon premier marathon, ça a été le début d'une nouvelle aventure très marquante pour moi, quoi. Je pense que j'arrivais presque plus à respirer d'émotions, vraiment d'émotions énormes. Je pense que j'ai même pas de mots assez forts pour te dire à quel point c'était comme si j'avais réussi à vaincre les 30 ans de combat que j'avais pas réussi à combattre réellement avant, quoi. Ouais. Chaque kilomètre, tu posais quelque chose, quoi. Ouais. Je pense que vraiment, ça, c'est ma plus belle victoire, quoi. Ouais. J'en ai fait d'autres, des courses, mais je crois que celle-ci, elle restera une des plus belles.
Ouais. Et puis aussi un événement très marquant, c'est mon arrivée au premier 80 km où j'ai réussi à lever en toute sérénité mes 2 bras en l'air. Et ça, c'était la première fois. Ouais. Donc ça, c'était un moment marquant. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour accepter d'aider les autres. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de te rencontrer et d'écouter ton histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.